Bienvenue dans The Debate, notre espace de dialogue analytique où nous croisons les perspectives pour éclairer la complexité d'une œuvre. Imaginez la scène, juste un instant. Un petit garçon de 3 ans observe sa grande sœur en train de prendre une leçon de clavecin. Mhm. Dès qu'elle quitte la pièce, l'enfant grimpe avec difficulté sur la banquette et, sans aucune hésitation, reproduit parfaitement les accords qu'il vient d'entendre. Alors, de la magie pure, hein, une intervention divine. Ou peut-être tout simplement le résultat inévitable d'un cerveau qui a baigné dans un flot continu de musique depuis le premier jour de son existence en fait. Et c'est exactement l'axe de notre discussion d'aujourd'hui. Nous plongeons dans un concept absolument fondamental de notre source, qui est l'accession à ce qu'on appelle l'esprit créatif actif. Tout à fait. C'est vraiment une exploration de la quête de l'excellence. Ça postule qu'il est impératif de redimensionner, de recabler littéralement sa propre façon de penser pour atteindre les sommets du pouvoir créatif. Ouais, La question centrale de notre débat est claire. Est-ce que le catalyseur ultime du véritable génie créatif réside dans une accumulation colossale de données et une discipline de faire? Ce que je vais appeler, moi, la primauté de la préparation. Je suis intimement convaincu que l'excellence est le triomphe de l'assimilation rigoureuse. D'accord, mais où bien ce moteur réside-t-il plutôt dans l'émancipation psychologique absolue? Dans la préservation acharnée d'un émerveillement quasi enfantin? Autrement dit, la libération de l'esprit. Et c'est la position que je vais défendre aujourd'hui. Je suis persuadé que le savoir brut, sans l'audace de briser les règles, ça ne produit que des techniciens rigides. Ah, des techniciens, oui, mais sans discipline, on ne produit rien du tout. Sans cette discipline prolongée, aucune prétendue libération créative n'est neurologiquement possible. Hum, Commençons par examiner ça de plus près. La créativité, ce n'est pas un heureux accident génétique. Reprenons ce petit garçon Mozart. On adore romantiser son explosion créative adulte, mais elle n'est que la conséquence, enfin la conséquence mathématique, de 20 années d'un apprentissage d'une intensité terrifiante. Terrifiante, le mot est fort. Mais c'est le cas. Son père, Léopold, jouait de la musique et enseignait du matin jusqu'au soir dans la maison. Le jeune Wolfgang, en pleine période de plasticité neuronale maximale, a été complètement saturé de schémas musicaux. En sciences cognitives, on appelle ça le chunking, le regroupement d'informations. Ouais, le fait de traiter des blocs entiers, c'est ça. Exactement. Au lieu de percevoir une note après l'autre, son cerveau s'est recablé pour traiter des portées complètes en une fraction de seconde. Donc l'audace de ces compositions tardives, ce n'est pas une rébellion magique de l'âme, hein. C'est le résultat d'un disque dur cognitif tellement gavé de données qu'il pouvait se permettre de jouer avec le code. Je vois, je comprends parfaitement l'attrait de cette vision, très mécanique de l'apprentissage. Bien sûr, personne ne va prétendre qu'on peut composer un concerto sans savoir lire une partition. C'est une évidence. Bien sûr. Mais le danger de votre approche, c'est qu'elle ignore un fait statistique majeur. La grande majorité des experts qui traversent exactement ce même conditionnement intensif Mhm. finissent par s'enliser dans ce que notre texte qualifie d'esprit conventionnel. Pour s'intégrer, pour plaire à leurs profs, ou juste par besoin de sécurité psychologique, ils appliquent des algorithmes. Ils deviennent d'excellents copistes, rien de plus. Des copistes. C'est un peu dur, non? Mais c'est la réalité. L'argument central du redimensionnement de l'esprit, c'est que la vraie maîtrise exige de sanctuariser ce qu'on appelle l'esprit originel. Et comment vous le définissez, cet esprit originel, concrètement? Eh bien, c'est cette forme de pensée profondément préverbale, visuelle, spatiale, qu'on utilisait tous quand on était gosse. Pensez à un enfant qui observe son reflet dans un miroir, ou un ciel étoilé. Il perçoit l'intensité, la brillance, avec un émerveillement viscéral. Ouais, il ne cherche pas à analyser. Exactement, sans ressentir ce besoin compulsif de coller des mots ou de la théorie sur ce qu'il voit. Tout est ouvert, tout est un jeu. Le génie ne s'exprime que lorsqu'on a le courage de fracturer l'armure des conventions pour retrouver cet état brut. Pour en revenir à Mozart, c'est pas sa complaisance dans la technique qui a libéré son génie. C'est sa rupture viscérale, brutale, douloureuse avec la cour étouffante de Salzbourg. La fameuse rupture. Absolument. Sans cette déchirure psychologique, Mozart serait resté une note de bas de page dans l'histoire de la musique. Un simple fonctionnaire de cour. Doué, certes, mais oublié. Vous parlez de cette rupture comme d'un bouton magique sur lequel il suffirait d'appuyer. Mais observons ce qui a rendu cette rupture possible. Lors de la célèbre tournée européenne de la famille Mozart, devant Louis XV à Versailles, Wolfgang ne se contentait pas d'exécuter gentiment des morceaux. Léopold lui imposait des prouesses cognitives extrêmes. Du genre.
Jouer un menuet complexe avec un seul doigt, déchiffrer à vue les partitions les plus denses de l'époque, ou même jouer avec le clavier entièrement caché sous un tissu de soie. Ouais, enfin, ce qui ressemble quand même fortement à des tours de cirque pour amuser l'aristocratie, non? En apparence, oui. Mais regardez le mécanisme cognitif en jeu. Jouer sous un tissu, c'est pas un tour de passe-passe, c'est forcer le cerveau à opérer un transfert sensoriel massif. Le cerveau de Mozart a dû abandonner sa dépendance à la vision pour développer une représentation proprioceptive absolue du clavier. D'accord. Ses doigts trouvaient les touches sans aucune intervention consciente. Et ça libérait entièrement l'espace de travail de son cortex préfrontal pour l'imagination. L'explosion libératrice à Vienne, que vous célébrez, elle n'aurait eu aucune matière première à sculpter sans ces années à jouer au soi-disant singe savant à l'aveugle. Je vois où vous voulez en venir. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette analogie computationnelle. Vous réduisez le drame de la création à une question de bande passante et de mémoire vive, en fait. C'est pourtant la base neurobiologique. Peut-être, mais l'intellect et la mémoire motrice, seuls, ne forgent pas une personnalité créatrice. Notre source souligne un événement beaucoup plus sombre, qu'on ignore souvent, en 1766, justement pendant cette tournée. En Hollande, Mozart a contracté une fièvre typhoïde d'une violence inouïe. Il a sombré dans le coma. Les médecins le disaient cliniquement mort. C'est vrai, il a failli y passer. Il a survécu par miracle. Mais posez-vous la question, est-ce que cette épreuve lui a apporté de nouvelles données techniques sur le solfège? Non. Elle l'a marqué au fer rouge d'une cicatrice psychologique. Ça l'a laissé avec une mélancolie tenace, le pressentiment viscéral de sa propre mort prématurée. C'est cette émotivité écorchée, cette conscience aiguë de la finitude qui injectera plus tard la profondeur dramatique, terrifiante dans son requiem. La virtuosité technique, sans cette épaisseur émotionnelle issue de l'esprit originel blessé, elle est creuse. C'est un argument poignant, je vous l'accorde. Et il est certain que la souffrance affine la sensibilité. Mais cette mélancolie, comment est-ce qu'il l'a transmise au monde? Pas par des cris chaotiques. Il l'a canalisée à travers le réseau extrêmement rigide de la théorie musicale qu'il maîtrisait parfaitement. Un réseau qui a bien failli l'asphyxier. Dès son retour, il décroche ce poste à la cour de Salzbourg. Et ça, c'est l'incarnation parfaite du piège de l'esprit conventionnel. Ah, la fameuse prison dorée. Mais c'est exactement ça. Il est confiné en province, contraint de pondre sur commande de charmantes mélodies polies, inoffensives, juste pour distraire un archevêque conservateur. Imaginez un architecte visionnaire dont l'esprit bouillonne de cathédrales incroyables qu'on forcerait toute la journée à assembler des petites cabanes en bois symétriques dans un jardin. L'image est belle. Ça le détruisait à petit feu. La vraie révolution mozartienne, l'usage inouï des dissonances non résolues pour exprimer l'angoisse dans Don Giovanni, elle n'a vu le jour qu'une fois la sécurité de Salzbourg rejetée. Lâchée dans Vienne sans filet de sécurité, ses idées ont coulé, comme le dit le texte, de façon incontrôlable comme l'abeille produit de la cire. Ouais. C'est de cette insoumission que naissent les chefs-d'œuvre, pas de l'obéissance. Alors, l'analogie de l'architecte forcé de construire des cabanes en bois, elle illustre bien la frustration, je vous l'accorde. Salzbourg était une cage étroite. Mais là où on diverge, c'est sur la nature même de cette émancipation. Vous parlez d'une éruption incontrôlable. Oui. Mais pour écrire de la musique à Vienne, à la vitesse vertigineuse où elle jouait dans sa tête, pour oser intégrer ces dissonances sans que l'œuvre ne s'effondre sur elle-même, il fallait impérativement que la machine conceptuelle soit huilée. Et qu'est-ce qu'il a huilé? Ce sont les milliers de cabanes en bois qu'il a construites à Salzbourg. Ah, c'est un point de vue. Mais votre insistance sur la rupture m'amène à une contradiction majeure. Si se rebeller et embrasser l'inconnu est l'unique chemin, comment cet état d'esprit gère-t-il le réel? Concrètement, rompre avec la tradition, ça n'a jamais été une méthodologie. Ça mène au chaos. Comment on navigue dans cet inconnu? Et c'est précisément là qu'intervient le concept psychologique le plus fascinant de notre corpus, celui qui empêche la rébellion de devenir du chaos pur. C'est la capacité négative. La capacité négative, d'accord? L'émancipation, c'est pas courir dans tous les sens pour être original, C'est une force mentale très rare. C'est savoir tolérer l'incertitude. En 1817, le poète John Keats, qui avait 22 ans, a formulé cette idée. La capacité négative, c'est l'aptitude héroïque à mettre son ego entre parenthèses,
accepter de s'immerger dans un problème complexe sans céder au besoin anxieux d'avoir une conclusion immédiate. C'est qu'un concept très abstrait pour nos auditeurs, en fait. Comment l'esprit créatif actif utilise-t-il ça dans la pratique concrète? Prenons le quotidien professionnel. Imaginez que vous analysez des données contradictoires sur un projet. Le malaise s'installe. L'esprit conventionnel, paniqué par ce brouillard, va soit écarter les données gênantes, soit forcer une conclusion bancale juste pour le soulagement de savoir. Ouais, la solution de facilité? Voilà. La capacité négative, c'est la résilience de rester assis dans cet inconfort. Le grand scientifique Michael Faraday l'érigeait en méthode absolue. Il cultivait une humilité totale, partant du postulat que même ses théories les plus solides seraient un jour réfutées. Ce refus de la certitude, c'est le seul antidote contre le biais de confirmation. C'est une très belle vertu intellectuelle de suspendre son jugement. Mais ça reste une action passive. À détrompez-vous, c'est le moteur de l'action la plus décisive qui soit. Cette capacité négative va dicter le choix même de votre sujet d'étude. Quand Thomas Edison a observé l'arc électrique, il n'a pas cherché à faire une bougie qui dure 10% plus longtemps. Il a choisi le défi insensé de remplacer le réseau de gaz mondial. C'est vrai? Et Rembrandt, au lieu de peindre les portraits lisses et lucratifs que la bourgeoisie réclamait, il s'est tourné vers des scènes bibliques sombres, la misère, la tragédie. En embrassant l'inconfort d'un sujet impossible, ils ont empêché leur propre expertise de les ramener vers des solutions de facilité. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le confort est l'ennemi de l'innovation. Peaufiner une bougie, bon, ça ne changera pas le monde. Mais attention aux analogies romantiques. On dit souvent que l'explorateur ne découvre de nouveaux océans que s'il a le courage de perdre de vue le rivage. Exactement. C'est bien beau, mais si cet explorateur lève l'ancre sans maîtriser la navigation astronomique et sans avoir passé des années à concevoir une coque étanche, il coule au premier grain de chaille. À votre concept psychologique du mystère, moi j'oppose la rigueur implacable de la méthode itérative. Mais la méthode itérative, Laissez-moi prendre l'exemple de Charles Darwin. En 1832, il arpente les côtes d'Amérique du Sud. Il tombe sur des absurdités totales pour l'époque. Des fossiles d'animaux marins incrustés au sommet de la cordillère des Andes. nous y sommes. Un mystère total, des faits qui détruisent l'orthodoxie biblique de son temps. Absolument, le mystère est total. Mais comment Darwin réagit ? Il n'utilise pas sa capacité négative pour juste contempler le mystère poétiquement. Il déploie son esprit comme un véritable métier à tisser mental. C'est-à-dire, la méthode itérative, c'est ça. Vous prenez le fil brut d'une observation, vous formulez immédiatement une micro-hypothèse concrète, puis vous la testez sur le terrain. C'est une oscillation frénétique entre la collecte de la donnée et la structuration théorique. Darwin a accouché de la théorie de l'évolution non pas en flottant dans l'incertitude, mais par une boucle itérative obsessionnelle qui a duré des décennies. Le dévouement et la puissance analytique de Darwin, je ne les conteste pas une seconde. Mais si cette fameuse itération consciente est l'alpha et l'oméga, j'ai un problème majeur à vous soumettre. Lequel ? Comment vous expliquez la récurrence historique des moments eureka ? Comment vous expliquez que les connexions les plus brillantes surviennent précisément quand les chercheurs arrêtent d'itérer ? Quand ils marchent en forêt ou pendant leur sommeil ? Est-ce que Darwin avait juste besoin d'une bonne sieste pour finaliser sa théorie ? À ce sujet, c'est une excellente question. Ça nous amène au rôle de l'inconscient et de la sérendipité, la faculté de faire des découvertes par hasard. C'est très documenté, en effet. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de l'esprit originel. L'itération consciente est utile, mais elle produit une vision en tunnel. L'innovation nécessite que le cortex préfrontal, qui est notre grand senseur logique, soit mis en veille temporairement. C'est l'association libre. L'association libre, oui. Quand l'attention se relâche, le champ de conscience s'élargit. L'esprit redevient joueur. C'est pour ça que tant de créateurs ont un carnet sur leur table de chevet pour capturer ces fulgurances lors des moments de demi-conscience. Avant l'endormissement, quand la logique ne peut plus censurer l'imagination. C'est dans ce vide que naissent les percées. C'est vrai que nos auditeurs connaissent tous cette sensation. On se réveille avec une idée fulgurante et on l'oublie le temps de prendre son café. Ce relâchement a son rôle, je le reconnais, mais il faut quand même ramener ce romantisme à la réalité neurobiologique. Notre source donne l'exemple parfait avec Louis Pasteur. Ah, Pasteur et ses poules. Exactement. Pasteur remarque un jour que des poules auxquelles on a inoculé une très vieille culture avariée de choléra survivent étonnamment bien. Plus tard, quand il leur injecte une souche fraîche et hyper mortelle, ces poules-là survivent à nouveau. C'est l'essence même de la sérendipité, ça. Un accident pur.
Un accident expérimental, certes, mais face à ce hasard, Pasteur ne se contente pas de rêvasser en attendant l'association libre. Pourquoi est-ce que lui parvient à décoder le mécanisme de l'immunisation à cet instant précis? Pasteur lui-même a résumé ma thèse en une phrase légendaire. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Oui. Mais vous ne pouvez pas nier que l'anomalie était le déclencheur. Un déclencheur qui serait resté invisible pour un œil profane. Imaginez un laborantin lambda face à ces mêmes poules. Il voit des oiseaux qui survivent, il hausse les épaules et il passe au protocole suivant. Si le moment Eureka frappe Pasteur, c'est parce que son cerveau, après des décennies de discipline, possède une base de données exceptionnellement structurée. La sérendipité, ce n'est que l'instant de traitement en arrière-plan d'une masse de données que vous avez consciemment ingurgitée pendant des années. Le carnet sur la table de chevet reste vide si vous n'avez pas passé la journée à la bibliothèque, en fait. Et c'est sur ce point précis que notre débat cristallise son désaccord, je crois. Vous vénérez ce gavage d'expertise, mais vous passez sous silence son terrible dommage collatéral. Dommage collatéral ? L'immense majorité des scientifiques qui avaient le même savoir que Pasteur n'ont jamais rien découvert. Pourquoi ? Parce que leur savoir s'était figé en dogme. Face aux poules qui survivent, l'orthodoxie scientifique de l'époque aurait juste statué « erreur de manipulation, le choléra est mortel, recommencez ». C'est pas faux. Ils auraient forcé la réalité à se conformer à leur manuel. Si Pasteur a fait ce saut conceptuel, s'il a vu l'immunisation au lieu de l'erreur technique, c'est précisément parce qu'il avait préservé la flexibilité et l'insoumission de l'esprit originel. Il a laissé vivre l'anomalie. Je dois concéder que l'orthodoxie est un poison subtil. Savoir regarder une donnée qui invalide nos propres théories, ça requiert une honnêteté intellectuelle prodigieuse. Le savoir peut très rapidement devenir une prison cognitive, c'est vrai. Et c'est exactement le cœur de l'état créatif actif. Ça nous rappelle que la création, ce n'est pas qu'un processus cognitif stérile. C'est un acte qui engage notre résilience, notre émotivité viscérale et notre tolérance totale au chaos du monde réel. Le génie d'Amozar ou de Darwin, c'est la fusion intime entre ces décennies de discipline que vous défendez et la préservation obstinée de cet esprit libre. En vous écoutant, je réalise que nous convergeons vraiment vers la synthèse de notre discussion. L'excellence exige d'habiter deux états que tout oppose finalement. D'un côté, il est non négociable de se plier à la rigueur de l'apprentissage, de bâtir patiemment un intellect robuste. Ouais. Mais de l'autre, il faut simultanément conserver le courage de douter de chaque certitude que ce processus nous a donnée. Un technicien pur devient un automate stérile, et un rebelle pur sans méthode reste un rêveur improductif. Absolument. Les maîtres de l'art rare sont ceux qui parviennent à soutenir cette tension. C'est acquérir les outils les plus pointus tout en gardant l'œil neuf de celui qui perçoit le monde dans toute son incroyable ambiguïté. C'est une réflexion puissante que nos auditeurs peuvent essayer d'appliquer dès aujourd'hui. Interrogez-vous honnêtement sur vos propres ornières. Dans quel domaine de votre profession appliquez-vous mécaniquement une procédure rassurante au lieu de questionner les fondations ? Très bonne question. À quel moment fuyez-vous l'incertitude plutôt que de cultiver cette fameuse capacité négative pour l'observer? Il reste énormément de nuances à explorer dans le comportement des grands créateurs. Mais la leçon d'aujourd'hui semble claire. La voie de l'excellence n'appartient ni exclusivement à la discipline monastique, ni totalement à la rébellion naïve. En définitive, face à la majesté du génie créatif, il faut accepter que la véritable puissance réside dans l'art exigeant de naviguer au cœur même de l'inconnu, avec pour boussole un esprit parfaitement structuré et farouchement libre.